Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir rapidement sur l'actualité économique, puis je vous partagerai les actions que je vise, ainsi que les points d'entrée si une pression baissière venait à subvenir en vue de la situation politique française et de la géopolitique mondiale. Ce qui est intéressant avec certaines de ces actions, c'est qu'elles ne sont pas exposées aux risques politiques français, donc elles permettent de diversifier son portefeuille, tout en s'affranchissant de l'incertitude liée aux décisions gouvernementales et fiscales en France. Et il y en aura pour tout le monde, aussi bien PEA que compte titre. Concernant l'actu, le CAC 40 est guère ébranlé par l'instabilité politique, il a gagné près de 1,5% sur la semaine. Après la chute du gouvernement Bayrou, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la dette publique de AA- à A+. Cette décision reflète les difficultés budgétaires et politiques de la France. Nous verrons cette semaine comment le marché va réagir. À l'international, Wall Street est au plus haut. La perspective d'une baisse prochaine des taux de la Fed a soutenu la tendance. Côté action, cette semaine, deux titres se sont distingués négativement. C'est Edenred et Pluxee. La raison de la baisse, c'est que selon les Échos, le projet du budget 2026 de l'ex-gouvernement Bayrou prévoyait d'imposer un prélèvement social de 8% aux employeurs sur les titres restaurants, chèques vacances et CESU. L'objectif est de rapporter environ 950 millions d'euros à la sécurité sociale. Reste à voir si le nouveau gouvernement Lecornu maintiendra cette mesure. Si vous aimez cette vidéo, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Allez, je vais maintenant vous présenter les actions PEA que je vise si une correction de marché arrive. La première action PEA que je surveille de près en ce moment, c'est Amadeus. J'ai déjà présenté l'entreprise dans la vidéo du 22 juillet, je vais quand même la représenter rapidement. C'est un éditeur espagnol de logiciels spécialisé dans la réservation de voyages, et l'avantage avec ce type de société, c'est que là où s'affranchit du risque politique français. C'est un point important dans le contexte actuel d'instabilité à Paris. Alors Amadeus, c'est pas une valeur qui fait des vagues, mais elle démontre trimestre après trimestre une vraie solidité. Sur le premier semestre, la croissance organique a été de 7,6%, parfaitement conforme aux attentes. Et pour la suite, le groupe vise une accélération avec une progression de son chiffre d'affaires autour de 9,4% sur l'ensemble de l'année, tiré notamment par une hausse des revenus par réservation. Son pôle hospitalité devrait lui aussi repartir à la hausse et la rentabilité continue de s'améliorer. Bien sûr, tout n'est pas parfait, la société reste dépendante du trafic aérien mondial et donc de la conjoncture économique globale. Dans un contexte rempli d'incertitudes, ça peut peser dans la balance, mais pour moi ça reste une belle valeur de long terme. Personnellement, je n'ai pas encore de position sur Amadeus, mais j'ai un prix en tête, j'entrerai si le titre revenait vers les 55 euros. Après ce profil plutôt discret mais solide avec Amadeus, on change totalement de domaine pour parler d'un nom iconique, beaucoup plus visible et prestigieux, c'est Ferrari. J'en ai également déjà parlé dans ma vidéo du 28 juillet, j'ai déjà une petite position sur le titre que j'avais acheté à 370 euros. Et si on revenait sur ce niveau de prix, je n'hésiterais pas à en reprendre, quitte à accompagner la baisse si elle devait se prolonger. Alors pourquoi Ferrari? Parce que c'est l'exemple parfait d'une entreprise qui a su maîtriser tous les codes du luxe. Elle joue à la fois sur la rareté, avec une production volontairement limitée à environ 14 000 unités par an. Résultat, le carnet de commandes couvre déjà 2 ans de production, offrant une visibilité exceptionnelle. Côté tarif, le constructeur multiplie les séries limitées en misant énormément sur la personnalisation. Entre 2021 et le premier semestre 2025, le prix moyen d'une Ferrari a grimpé de 34%, atteignant aujourd'hui plus de 429 000 euros. Cette stratégie se reflète dans les marges qui sont passées de 25,2% à 30,6% en seulement quelques années. Alors oui, le titre a connu une forte correction dernièrement, avec une chute de près de 12% en une seule séance, après des résultats semestriels jugés un peu en ralentissement au T2. Et c'est vrai, Ferrari se paye cher avec un PER aux alentours des 46 fois les bénéfices, mais à mes yeux, cette exigence du marché reflète aussi le statut unique de l'entreprise, qui reste l'une des très rares valeurs automobiles considérées comme une marque de luxe à part entière. Pour continuer, je voulais faire un rapide point sur les semi-conducteurs avec ASML. Dans cette vidéo, je vous avais fait une analyse de cette action PEA. Je vais donc pas représenter l'entreprise, mais je voulais rebondir sur ce commentaire. À ce moment, l'action était juste en dessous des 600 euros et en un mois, ASML a bien augmenté, passant à 689 euros. Je n'en ai actuellement pas en portefeuille, mais j'aimerais rentrer vers les 500 euros. Dans ma vidéo du 3 août, j'avais analysé cette action PEA et j'avais également fait un comparatif avec l'action ASM International. Pour info, les news sont bonnes. Par exemple, je voulais vous partager que ASML avait injecté 1,3 milliard dans Mistral AI, la pépite française de l'IA. ASML devient l'un des principaux actionnaires de la société. C'est donc un signal clair qui montre la volonté d'ASML de s'affranchir des modèles IA américains, comme OpenAI ou des Chinois comme Baidu. Ça montre qu'il est possible de créer une alternative souveraine et compétitive. Ça propulserait Mistral à une valorisation de 10 milliards. Ce serait la startup IA la plus valorisée. Et c'est incroyable sachant que Mistral a été fondé qu'en 2023. Tout ça va permettre à ASML d'intégrer l'IA de pointe en interne, accélérer l'innovation, gagner en autonomie et donc prendre
une longueur d'avance sur la concurrence américaine et asiatique. Mais attention, il ne faut pas se limiter aux semi-conducteurs. Dans un portefeuille, il est aussi intéressant d'avoir des leaders industriels défensifs. Et de mon côté, l'action PEA que je surveille activement, c'est Air Liquide. Je vous prépare d'ailleurs une grosse vidéo à ce sujet. Sur Air Liquide, j'ai une position avec un PRU à 141 € et j'aimerais beaucoup renforcer ma position vers les 160 €. Allez, on enchaîne avec Total Energy. J'ai déjà renforcé Total il y a pas longtemps vers les 50 €. Je trouve d'ailleurs que c'est un super point d'entrée et que son rendement sur dividende est très attrayant. Pour les actions dans le domaine bancaire, je vise BNP Paribas. J'avais fait un comparatif avec Crédit Agricole dans ma dernière vidéo. J'aimerais renforcer BNP vers les 67 €. Pour rappel, mon PRU actuel est à 56,5 €. Dans le secteur du luxe, je suis déjà bien exposé à LVMH et Hermès, mais des entrées vers les 440 pour LVMH et vers les 1800 pour Hermès peut être très intéressant. Voilà pour les principales actions PEA que je vise. Passons maintenant côté Amérique. Côté compte titre, je regarde surtout deux thèmes d'investissement, l'intelligence artificielle et les géants de la tech américaine. D'abord Meta, je n'ai pas encore de ligne sur ce titre, mais je surveille de très près avec un point d'entrée autour des 630 $. Pourquoi Meta? Parce que c'est une entreprise qui se positionne sur plusieurs leviers de croissance. D'un côté, le cœur du business reste la publicité digitale qui représente une partie très importante de ses revenus et qui repart très fort depuis un an. Ensuite, Meta investit énormément dans l'intelligence artificielle. L'objectif est clair, améliorer le ciblage publicitaire, renforcer la rétention des utilisateurs et surtout rester compétitif face à TikTok et Google. Enfin, il y a le pari long terme, le métaverse et la réalité augmentée. C'est un projet encore très déficitaire, mais si jamais le marché décolle dans les prochaines années, Meta pourrait avoir une avance considérable grâce à ses casques Quest et à son écosystème. Alors oui, la valorisation reste exigeante et Reality Lab, sa branche métaverse, continue de creuser des pertes colossales, mais Meta dispose d'une trésorerie solide et d'une base d'utilisateurs gigantesque, ce qui lui donne le temps d'investir. En parallèle, je continue bien sûr à suivre d'autres valeurs américaines comme Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla ou Alphabet, qui sont des piliers de mon portefeuille, mais pour renforcer ces positions, j'attends des points d'entrée plus attractifs en cas de correction de marché. Pour info, je tiens à signaler qu'il est important de garder une poche de cash pour pouvoir investir lors des corrections de marché. On ne peut jamais savoir jusqu'où une baisse peut aller, il est donc à mon sens important de rentrer sur une action en plusieurs fois afin de mieux encaisser la volatilité et donc lisser son prix d'achat. Mais attention, je ne veux pas que mon compte titre soit composé uniquement de valeurs technologiques, même si l'IA et le digital restent des thèmes principaux. Vous pouvez d'ailleurs comparer la performance du Nasdaq face aux autres indices depuis le lancement de ChatGPT. On constate que le Nasdaq a pulvérisé les autres indices. Je cherche également à intégrer des actions plus défensives, capables d'apporter de la stabilité et du rendement dans la durée. C'est pour ça que je surveille de très près Pfizer et Coca-Cola. Pfizer, c'est un géant mondial de la pharmacie. Le titre a beaucoup souffert depuis la fin de la pandémie parce que les ventes du vaccin se sont effondrées. Résultat, l'action a retrouvé ses plus bas niveaux depuis plusieurs années. Mais attention, Pfizer reste une machine à cash avec un portefeuille de médicaments très large et surtout une capacité d'innovation grâce à un pipeline riche et à des acquisitions régulières dans la biotech. Pour moi, c'est typiquement une valeur défensive avec un rendement du dividende proche de 7% et qui pourrait rebondir si la confiance des investisseurs revient. Actuellement, j'ai un PRU à 28 $. Ayez pas peur! Si le marché redescend en dessous des 21 $, je me poserai sérieusement la question de renforcer ma ligne afin de baisser mon prix d'achat. Passons maintenant à Coca-Cola. C'est tout simplement l'archétype de la valeur défensive de long terme. La société bénéficie d'une marque mondiale, d'un pricing power énorme et d'un réseau de distribution unique. Ce n'est pas une action de croissance explosive, mais c'est un titre qui traverse les crises, qui verse un dividende croissant depuis plus de 60 ans et qui protège un portefeuille quand la volatilité revient sur les marchés. Pour moi, Coca-Cola reste une valeur de fonds de portefeuille qu'on achète dans une optique de très long terme. Pour ma part, actuellement, je suis à break-even sur le titre, donc pourquoi pas renforcer lors d'une prochaine baisse aux alentours des 58 $. En intégrant ce type de valeur à côté des big tech, je cherche à construire un portefeuille équilibré avec à la fois de la croissance, de la technologie, mais aussi des actions défensives qui génèrent du rendement et amortissent les secousses du marché. J'aurais également pu parler de tellement d'autres actions, mais j'en parlerai lors de prochaines vidéos. Je vous tiens au courant si j'effectue des achats. Si vous aimez ce contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Vous pouvez me dire en commentaire les actions que vous comptez acheter en priorité si une baisse des marchés arriverait. Merci à tous et bon investissement.